Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demireux. Europe 1 Soir Week-end et j'ai le plaisir d'accueillir mes débatteurs de la deuxième heure. Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Bonsoir Charlotte. Bonsoir à tous. Elliot Maman, chroniqueur politique. Bonsoir Elliot. Bonsoir. Le duo est reformé. Absolument. Je vous avais pas la semaine dernière. Voilà. Donc je suis contente de vous retrouver. Nous aussi. Et on accueille mon invité de 20h10, de petites minutes de retard, Vincent Monnier. Vous êtes journaliste, auteur de Narcocratie, comment ils ont pris le pouvoir aux éditions Albin Michel. Bonsoir Vincent Monnier. Bonsoir. Alors votre livre est une enquête journalistique, elle est dense, documentée sur la montée en puissance des cartels de la drogue en Europe et sur la manière d'ailleurs dont ils ont fini par infiltrer nos institutions jusqu'à parfois, vous l'expliquez, menacer nos démocraties. En clair, le narcotrafic n'est plus un fléau criminel, mais clairement un système de pouvoir, Vincent Monnier. Tout à fait. On a bientôt une élection municipale qui va se dérouler en mars prochain, et vous avez le président de la commission de contrôle des comptes et des financements politiques qui a déjà, dans une interview, un peu lancé l'alerte en disant que son principal sujet de préoccupation, c'est la possible infiltration, le possible financement de ces campagnes électorales municipales par des narcotrafiquants. Donc voilà, vous voyez un peu l'enjeu et les difficultés auxquelles on se confronte déjà, et on risque de se confronter dans les mois prochains. Oui, ça veut dire que des campagnes pourraient être dans supposément... Dans des pays étrangers, effectivement, je raconte dans mon livre, dans des pays pas si lointains, effectivement, vous avez des narcotrafiquants qui ont financé, qui ont même créé des partis politiques et des candidats politiques. Il y a un narcotrafiquant qui a eu une phrase fantastique, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il a financé à peu près tous les partis. Donc, au moins il était sûr de ne pas se tromper. Voilà, il disait à ses complices, quel que soit le résultat de l'élection, c'est moi qui gagne. En tout cas, vous dites l'Europe entière est maintenant menacée par l'émergence d'un narco-banditisme qui longtemps n'a pourtant été qu'une préoccupation lointaine. Est-ce que c'est pas toujours le cas parfois ? Non, je pense qu'on a pris conscience quand même. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience ces dernières années. Je pense que la commission d'enquête sénatoriale a joué un rôle. Oui. Le rapport effectivement, des deux sénateurs qui... On retrouve d'ailleurs les mêmes informations que vous nous donnez. Effectivement, ils ont découvert l'ampleur du fléau, l'ampleur des problèmes, l'ampleur du narcotrafic. Il s'est passé quelque chose, c'est que le jour de la remise de ce rapport, de la présentation publique de ce rapport, eh bien, c'est le jour de l'évasion de Mohamed Amra, avec ces deux agents pénitentiaires qui ont été tués. Donc voilà, vous avez comme ça un choc entre ce rapport et cette évasion, et effectivement, je pense que politiquement, il me semble que tous les partis reconnaissent la nécessité d'agir contre le narcotrafic aujourd'hui. Peut-être que ça n'a pas été le cas par le passé, mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Mais en tout cas, et on le voit chaque fois dans les colonnes évidemment du JDD, dans vos pages, Charlotte, dans les pages société, que c'est pas toujours avec un succès certain, que c'est extrêmement difficile de lutter contre ce narcotrafic. Non, mais je pense que l'évolution, et vous le disiez, le rapport sénatorial de fait, et on se souvient évidemment de l'audition de ces magistrats qui avaient provoqué une prise de conscience, je pense, extrêmement large. Sauf chez le garde des Sceaux à l'époque qui s'était énervé contre eux. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais je pense que sur le constat, c'est vrai. Après, quand on se pose la question des moyens, là, il y a toujours des batailles qui sont, dans les faits, très idéologiques. Il y a les défenseurs acharnés du droit de la défense en toute situation, qui prennent pas conscience, on va dire, de l'état du narcotrafic. Et moi, j'ai une question sur le sujet que vous évoquiez précédemment, c'est-à-dire l'implication du narcotrafic dans la vie politique et donc dans la vie démocratique plus largement. C'est que il y a deux menaces, me semble-t-il, contre les élus. C'est soit la corruption active des élus qui se disent je vais m'allier avec eux parce que j'ai un intérêt, on va dire, à les mettre dans ma poche, notamment financier. Mais il y a aussi une corruption passive ou la corruption du j'ai plus le choix. Étant donné la puissance des narcotrafiquants dans certains villages, et on se souvient du procès d'une mère qui avait expliqué que dans son village, ils avaient pris, ou dans sa petite ville, on va dire, ils avaient pris une telle importance qui lui rappelait régulièrement l'adresse de ses enfants, l'heure de sortie des écoles. Et là, au fil de votre enquête, comment est-ce que vous appréhendez ce sujet-là, en fait, de la corruption, du j'ai plus le choix, à l'échelle locale d'abord et à l'échelle nationale, pourquoi pas ? Effectivement, j'avais couvert cette affaire, c'était la maire de Canteleu, qui est une commune
de l'agglomération de Rouen, une petite commune de 12 000, enfin une ville même de 12 000 habitants. Effectivement, elle a été confrontée à une pression forte, effectivement, dans son bureau, des gens qui viennent, qui débarquent, et aussi qui viennent la rencontrer quand elle sort de la mairie. Donc effectivement, il y avait une pression physique. C'est juste, et c'est pas la seule dans ce cas-là. Il y a des maires qui sont confrontés aussi à ça. Les dockers, on avait vu. Les dockers. Oui, vous en parlez dans votre livre. D'ailleurs, des dockers complices. Et ils savent d'ailleurs lesquels sont fragiles, lesquels. Tout à fait, oui, bien sûr. C'est comme s'il y avait. C'est pas un service de renseignement criminel, mais en tout cas, les criminels sont très bien renseignés sur. Oui, vous dites les trafiquants savent qui est fragile économiquement, qui est accro au casino, qui est dépendant à l'alcool. Voilà. Ouais. Ils savent tout. Effectivement, là, c'est particulier, c'est sur la ville du Havre. C'est-à-dire qu'il y a des équipes de criminels qui sont spécialisées dans les sorties de drogue du port du Havre. Leur mission, c'est ça. Effectivement, ils s'appuient sur des dockers. Ils sont allés dans les mêmes écoles, ils ont fréquenté les mêmes bars, ils fréquentent parfois les casinos. Donc, ils connaissent bien certains dockers. Ils connaissent bien aussi leurs points de faiblesse. C'est ça, la corruption. C'est appuyer sur les points de faiblesse. Et puis tenir ces gens après par l'argent au départ, et puis après par la menace, par la violence. D'ailleurs, le port du Havre, vous dites qu'il y a une porte d'entrée clairement de la cocaïne en France, qui est de plus en plus. C'est la principale porte d'entrée de la cocaïne en France aujourd'hui. C'est pas la seule. Et comme il y a eu une pression policière ces dernières années sur les grands ports du nord de l'Europe, qui sont les principaux ports européens par lesquels transitent les cargos, eh bien, il y a des nouvelles voies qui se sont créées. Et c'est ça aussi la difficulté des enquêtes policières, c'était du travail des policiers. C'est-à-dire que c'est un monde en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'une route est bloquée, il y en a déjà deux autres qui sont créées par les trafiquants. C'est un peu désespérant. Et alors, ce que vous expliquez aussi, c'est que on n'est plus dans ce qui se passait à l'époque. Vous avez Pablo Escobar, El Chapo. Là, il y a une forme de syndicat. Comme d'ailleurs, le livre commence par un grand mariage assez spectaculaire, qui est en fait la concentration de tous les grands chefs de cartel. Qui s'associent en fait, c'est ça ? C'est ça, et qui sont réunis dans un hôtel 7 étoiles à Dubaï, au dernier étage, grand luxe. C'est un mariage de stars hollywoodiennes, donc c'est le mariage d'un des barons de la drogue qui est irlandais et qui est invité pour ses noces. Le feu d'artifice d'ailleurs. Les 5 barons, oui, il y en a un qui paye les feux d'artifice, voilà. Oui, effectivement, on a peut-être une vision parfois un peu erronée parce qu'il y a beaucoup de fusillades à Marseille et ailleurs. On se dit que c'est un monde où les narcotrafiquants se font la guerre en permanence. C'est vrai, mais c'est pas la seule réalité. Ils font aussi beaucoup d'affaires ensemble. Alors là, dans le cas ce que on a appelé le super cartel, c'est-à-dire ces 5 barons de la drogue réunis dans ce mariage à Dubaï. Oui, il y a plusieurs nationalités. C'est des alliances ponctuelles. Oui. On s'associe pour faire baisser les prix quand on achète en gros la drogue. C'est une sorte d'OPEP de la drogue. Tout à fait, c'est exactement ça. Une sorte de John Venture de la drogue. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais on sourit, mais c'est pas drôle. Quand même. C'est sûr que oui, Elliot Maman. Non, mais justement, au-delà des coopérations internationales entre diverses organisations criminelles, j'avais une question parce que à l'heure actuelle, dans la manière très massive et brutale qu'il caractérise, Donald Trump opère un certain nombre d'opérations contre des leaders du monde de la drogue et il lie généralement la puissance d'un certain nombre de chefs d'organisations criminelles à des gouvernements étrangers. Par exemple, quand il est en train de bombarder des bateaux en ce moment dans le Pacifique et dans les Caraïbes, il dit mais c'est parce que le gouvernement vénézuélien ne fait pas ce qu'il faut. Quand il entame une guerre commerciale avec la Chine, il dit c'est parce que le gouvernement chinois nous envoie directement du fentanyl. Est-ce que nous aussi en France, par rapport à ces organisations criminelles et ce narcotrafic qui domine, on a des liens avec un certain nombre de gouvernements étrangers ou est-ce que leur source de financement est exclusivement tirée de leur trafic ? Leur source de financement est exclusivement tirée de leur trafic. Par contre, effectivement, vous pouvez avoir des choses très intéressantes, très intéressantes ou très inquiétantes. Oui. Par exemple, vous avez l'utilisation par le régime iranien de proxys qui sont des groupes criminels en Europe et dans le monde pour exécuter des opposants, faire pression sur des opposants, cibler des synagogues, des centres communautaires juifs. Donc vous avez un régime qui s'appuie sur une main-d'œuvre criminelle. Donc, et quelques criminels sont liés, effectivement, de haut niveau, des vrais hauts barons de la drogue, sont liés avec des régimes, notamment le régime iranien. On sait qu'il y a des liens aussi géopolitiques avec le Hezbollah, qui
qui s'est beaucoup financé sur le commerce de la drogue, qui est très impliqué dans le blanchiment. Donc vous voyez, il y a quand même des liens stratégiques comme ça entre groupes criminels et État. Oui. Vous parlez d'ailleurs de Dubaï qui devient la nouvelle Medellín, hein, mais sans jungle de la drogue. C'est exactement ça. C'est clair. L'image que m'a donné un policier, je la trouve très juste, c'est Dubaï, c'est l'île de la tortue moderne. C'est-à-dire que c'est là où se rassemblent tous les pirates du monde, tous les narcotrafiquants, mais pas seulement, aussi beaucoup de gens qui sont dans des activités. Mais le pouvoir laisse faire ? C'est une vraie question. C'est vrai que les extraditions sont très très compliquées. Très compliquées avec Dubaï. C'est en train de changer, visiblement. Alors, ils extradent les barons de la drogue, mais ils gardent leur argent. Eh oui, c'est ça. Et effectivement, ça c'est le nerf de la guerre, c'est cibler l'argent de la drogue, l'argent sale. Et c'est là où c'est très très compliqué de récupérer les avoirs criminels, notamment quand ils sont à Dubaï. C'est effectivement un problème qu'on soulève souvent. Alors il y a Marseille aussi, il y a des pages sur Marseille alors qui sont particulièrement fortes. La ville devient une forme de laboratoire de la violence importée. Vous dites ces nouveaux capitalistes de la poudre blanche exploitent toutes les opportunités du marché, infiltrent l'économie, engrangent des millions chaque jour. C'est vrai que Marseille, on est un peu impuissant aussi, clairement. Oui, il y a eu quand même sur Marseille, moi je trouve que le travail policier quand même paye, si je puis dire. Vous avez l'OFAS, l'Office anti-stupéfiants, pardon, qui avait établi une liste de 30 barons de la drogue, les 30 cibles. Et sur ces 30, je crois qu'il y en a déjà une vingtaine qui ont été arrêtés, interpellés. Donc le travail policier porte ses fruits, c'est compliqué. Et effectivement, Marseille, c'est un peu le laboratoire de ce qu'il faut faire. Vous avez aussi une inquiétude sur Marseille, c'est avec ce nouveau groupe qui s'appelle la DZ Mafia et qui a envie d'étendre son emprise, qui ne se concentre pas uniquement sur le trafic de drogue, qui est aussi dans l'extorsion, dans le proxénétisme, qui étend ses activités aussi au pourtour méditerranéen et peut-être même jusqu'à Bruxelles. Donc vous voyez, on est dans la naissance d'un groupe criminel assez puissant. Oui, alors vous dites ce n'est plus un combat contre la drogue, c'est un combat pour nos institutions, justement. Vous êtes quand même optimiste, pessimiste, mais non, oui, mais vous êtes optimiste quand même ou on va perdre cette bataille et qu'est-ce que ça sera si on la perd ? Je vais rester optimiste. Non, je pense qu'en tout cas, la prise de conscience fait qu'on est en train de mettre des moyens, la coopération internationale s'améliore. Après, l'ampleur de la tâche est vraiment très importante. Charlotte Dornelas, vous qui connaissez bien ces sujets. Non, mais justement, vous parliez de la prise de conscience, il y a des décisions qui ont été prises, ce parquet national, notamment sur le modèle du terrorisme. Est-ce que justement, dans les décisions qui ont été prises, outre la prise de conscience, il y a des choses qui vous semblent particulièrement efficaces, on va dire, ces dernières années ? Écoutez, je pense en France ou ailleurs, d'ailleurs. La création de ce parquet national anti-criminalité organisée qui va avoir le jour en janvier prochain peut être une étape importante. Seulement, il va falloir, comme vous disiez en préambule, des moyens. C'est-à-dire que s'il y a 20 magistrats qui se retrouvent à chacun à gérer 30 dossiers, ça va être très très compliqué. Il faut aussi des moyens d'enquête, des moyens pour la police judiciaire, et puis des moyens pour aussi lutter contre le blanchiment, c'est-à-dire aussi une action diplomatique vers des places qui sont considérés comme des paradis fiscaux. Je pense à Dubaï, à Hong Kong. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il faut agir sur toutes les étapes de la chaîne, depuis l'importation jusqu'au blanchiment. Elliot Maman. Et justement, ce sont tout de même des moyens d'investigation, mais également d'action qui demandent un certain nombre de financements assez importants. Et il y a parfois une asymétrie entre le caractère assez bancal et peu onéreux de l'organisation sur laquelle reposent les narcotrafics, qui par exemple peuvent communiquer par l'entremise de messageries cryptées très facilement accessibles, et l'investissement massif dont l'État a besoin pour parvenir à accéder à ces conversations. Et non seulement il y a une asymétrie quant au coût économique, mais il y a aussi parfois une espèce de coût démocratique que certains peuvent craindre
comment vous positionnez-vous par rapport à ces divers déséquilibres et est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à prendre les mesures qui parfois sont tout de même très massives pour véritablement pouvoir pénétrer dans le cœur de ces organisations? Alors je pense qu'effectivement, le déséquilibre économique, il est réel. Le baron de la drogue qui organise son mariage, sa fortune, c'est un clan irlandais, est estimé à 1,5 milliard. C'est le budget de plusieurs services d'enquête. Il y en a qui cherchent de l'argent en France. Donc effectivement, il y a un déséquilibre. Mais parfois, les policiers, je raconte cette enquête, comment ils ont dans ce livre, comment ils ont réussi à démanteler 2 messages cryptés et à accéder à des milliards de messages. Donc ça remonte à 2021. Ils sont encore aujourd'hui en train de faire des enquêtes liées au démantèlement de ces de ces messageries. Donc voilà, on peut des fois rattraper comme ça le déséquilibre financier. Pour ce qui est des mesures, moi j'ai l'impression que le code de procédure pénale aujourd'hui, il permet de faire assez de choses. C'est peut-être pas là où je pense qu'il n'y a pas besoin d'une évolution, d'une modification. Je crois que les policiers les magistrats ont les armes pour lutter contre le narcotrafic. Et alors pourquoi ça marche aussi mal? Je pense que c'est un problème de moyens, un problème aussi, comme je disais, je pense qu'il faut une action diplomatique, il faut la coopération étrangère. Oui, et puis peut-être faire pression sur certains États, voilà, pour qu'il y ait plus de coopération financière. Il y a quand même un problème de démantèlement de la police judiciaire d'une part, outre la préfecture de police de Paris, et une procédure pénale. Vous avez raison, ils ont les moyens. Le problème, c'est que parfois la procédure elle-même ralentit, on va dire, les moyens qu'ils ont dans cette procédure. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire les actes d'enquête, mais la paperasse ralentit les actes d'enquête. Là, pour l'instant, les policiers arrivent à mener des enquêtes. Ils arrivent à des enquêtes très, très techniques, très, très, très compliquées. Ils arrivent à arrêter des gens. Ils arrivent à avoir les charges pour les arrêter. Les problèmes auxquels ils se heurtent, c'est que ces gens sont les têtes de réseau sont souvent à l'étranger. Et c'est les extraditions qui sont beaucoup plus compliquées. Et ce qui est terrible, c'est qu'on les voit quand on va dans certains endroits. On en parlait quand vous êtes arrivé. Bon, c'est assez visible. Vous parlez à un moment donné de Porto Banús, près de Marbella. Bon, tout à fait, oui. C'est assez, ça se voit. Je pense qu'à Dubaï, aussi. Les policiers savent où de toute façon, ils savent où ils sont. Donc. Les narcotrafiquants se réunissent. Ils sont souvent dans les mêmes bars, les mêmes restaurants. On peut pas les attaquer, c'est compliqué, les appréhender. C'est pas un problème de droit, c'est pas un problème de code de procédure, c'est un problème d'action diplomatique avec les Émirats, pour pas les citer, avec Dubaï, pour essayer de faciliter ces extraditions. Ouais. Alors justement, ça colle à l'actualité. Je voulais vous faire réagir dans la soirée, une fusillade qui éclate dans le quartier Croix de Néra, Clermont-Ferrand, un jeune qui a perdu la vie de 20 ans. On ne connaissait pas ça à l'époque. Ça a gangréné même jusqu'aux petites villes moyennes en France. C'est un phénomène relativement nouveau, ça. Oui, vous avez effectivement, observé pendant votre enquête. Oui, c'est un des phénomènes récents, c'est-à-dire la contamination des villes moyennes. Il y a un rapport de l'Office anti-stupéfiants qui dit qu'il n'y a plus de zones blanches en France, plus de zones qui ne sont pas concernées par le narcotrafic. Et oui. Donc ça veut dire que la couverture de narcotrafic en France est meilleure que celle d'Orange, de SFR et de Bouygues. Il y avait un chiffre de la Cour des comptes dans un rapport qui disait que 8 communes sur 10 en France sont concernées par le narcotrafic. Oui, mais ça vous donne l'étendue les pouvoirs publics répondent souvent qu'il y a beaucoup de consommateurs aussi. C'est aussi, j'en ai pas parlé dans mon livre, mais c'est un vrai sujet. Oui, effectivement. Oui. Merci en tout cas, merci à vous Vincent Monnier, Narcocratie, comment ils ont pris le pouvoir aux éditions Albin Michel. Merci d'être passé par le studio d'Europe